Il y a quelque temps, j'ai fait la connaissance de 3 voyageuses qui semblaient venir d'un autre monde. Leur perspicacité m'a étonné. Elles étaient complètement bienveillantes, un peu naïves peut-être. Elles avaient rencontré beaucoup de gens. Des gens qui avaient tous un peu la même préoccupation. Voici ce que ces 3 voyageuses m'ont raconté. Je suis Julie. J'aime beaucoup les arts. Donc, je fais de l'aquarelle, du dessin. Faire de l'aquarelle et du dessin, ça me permet de m'évader. Je mets de la musique selon le sujet du dessin. Et à un moment donné, j'entends même plus la musique, je suis complètement dedans. Puis c'est une façon encore plus de me surpasser. Je suis Sally, je suis une femme assez autonome, indépendante, intelligente dans ma propre sens. Je suis militante et j'écris de la poésie. Je suis danseuse et j'aime ça. Moi, mon nom, c'est Gilles Bégin. Puis bon, j'ai la chance, et je dois le dire vraiment humblement, j'ai la chance de travailler comme père aidant en santé mentale pour le CTR de Nemours à Québec. Père aidant, c'est pas papa, c'est P-A-I-R, parce que moi aussi, je vis avec un problème de santé mentale. Quand je suis arrivée ici, il y a presque 14 ans aussi, ça m'a beaucoup aidée parce que j'étais en détresse. Puis quand je suis arrivée ici, ils m'ont accueillie en tant que personne humaine. Parce qu'à l'extérieur, il y avait beaucoup de préjugés contre moi. Puis, donc, je me suis sentie bien ici. Salut tout le monde! Moi, mes problèmes de santé mentale ils ont commencé jeune, assez jeune. Là, on va faire un petit exercice de réchauffement. J'ai été hypothéquée dès le début. Donc, une grosse partie de ma vie, j'ai pensé que j'étais un déchet. J'ai tellement été écrasée quand j'étais enfant, puis pendant des années, j'avais tellement peur de moi-même, de l'échec. Donc, dès qu'il y avait un obstacle, j'abandonnais. J'abandonnais tout de suite. Est-ce que j'ai vécu dans ma vie a affecté la façon que je vois des choses? Comme j'ai encore la méfiance de quand tu vis le rejet et le mépris qui vient avec les préjugés depuis ton enfance, durant plus que 30 ans, c'est difficile de ne pas penser, de ne pas questionner. Dans mon cas, moi, dans mon histoire, m'intégrer par le travail, ça a été une trajectoire empreinte d'embûches et d'échecs de toutes sortes. Et ça a été très difficile pour moi. Il m'a fallu beaucoup d'autodétermination et de soutien pour y arriver dans tout ce parcours-là. Il y a quelques années, je souffrais de phobie sociale. Donc, aller dans des comités ou faire des conférences, comme je n'étais pas capable de le faire. Donc, c'est grâce à cette implication qui a fait en sorte que je me suis débarrassée de ma phobie sociale. Donc, c'est ma plus grosse victoire, je crois, c'est de m'avoir débarrassée de ça. Accepter de recevoir de l'aide en santé mentale, pour moi, ça a été un moment pivot pour moi, parce qu'il a fallu que je marche très fort sur mon orgueil, que je l'écrase bien comme il faut à terre, pour passer par-dessus puis accepter de recevoir de l'aide. La danse m'a sauvé la vie à plusieurs reprises. Ça m'a donné plus que des êtres humains voulaient me donner. Il faut que quelqu'un croie en nous et en nos forces. C'est un de tes meilleurs, je trouve. Jean-Nicolas, le coordonnateur de l'organisme, c'est lui qui m'a donné ma première chance quand je suis arrivée ici. Ça a été le premier qui a cru en mon potentiel. Ça a pris du temps. Il y en a toujours un. Il faut juste le trouver. Quand j'ai contribué à démarrer la passerelle, qui est l'organisme communautaire sur la Rive-Sud de Québec, et quand j'ai reçu l'appel d'une travailleuse sociale de mon CLSC me demandant si je voulais m'impliquer bénévolement pour démarrer cet organisme-là,
Pour moi, ça a été vraiment une planche de salut pour mon rétablissement et pour m'aider à me réintégrer même dans la société. Quand je danse, c'est une façon de communiquer, d'être capable, d'être expressif et je sens bien. J'adore ça. C'est mon grand frère à un moment donné, ça a été lui qui me l'a dit en premier. Il m'a dit, Julie, je suis fière de toi, je suis fière de ce que tu fais. Je suis fière que tu donnes des conférences, que tu vas dans des comités, tu parles en public, de parler devant une centaine de personnes. Il dit, moi, je ne serais pas capable de le faire. Donc, cette force-là, utilise-la. Ça, c'est mon grand frère qui me dit ça. Pour moi, la famille, ça a été un aspect important dans mon rétablissement parce que dans les périodes où je ne travaillais pas et que je m'occupais de mes enfants petits, bien, j'avais un rôle. Selon moi, pour moi, j'avais un rôle social à jouer, hein, comme père de famille, à ce moment-là. Il a fallu que je me batte toute ma vie. Je me bats encore, mais là, j'ai décidé d'être douce avec moi. C'est pas un combat. J'ai pas à me battre contre moi-même. J'ai pas à avoir l'approbation des autres. Faut que j'aille la mienne. C'est ça le plus important. J'ai rencontré des gens qui disent que les personnes qui ont des problèmes de santé mentale sont capables d'avoir un vrai emploi, un vrai salaire, d'avoir une place dans la société, comme madame et monsieur tout le monde. Ces gens disent qu'il faut soutenir et aider les personnes afin qu'elles puissent s'adapter le plus possible aux normes et aux façons de faire et de vivre dans la société. Mais attendez, j'entends les voix de ces gens. Écoutons-les. C'est vrai, pour moi, tu n'es pas inclus tant que tu n'as pas un salaire dans un milieu normalisé. Aller sur le marché du travail, c'est comme si tu embarquais dans le mouvement de la société. L'idéal, c'est que la personne rembarque dans le système. Quand tu travailles, tu as une stabilité financière. Tu es intégré. Tu as besoin d'un travail pour t'occuper et aussi pour l'estime de soi. Un monde idéal, je pense que c'est ça. Il faudrait réussir à ce que les personnes puissent intégrer le marché du travail, bien conventionnel, puis qu'on puisse l'adapter. Je me sens inclus dans la société parce que j'ai un rôle très normalisé. Et mon rôle de travailleur, je trouve que ça me donne un rôle valorisé et valorisant par la société. Malheureusement, et peut-être heureusement en même temps, je ne sais pas, notre société valorise beaucoup le rôle du travail et oublie un peu trop l'être humain, là. Si vous ne faites pas dans la vision linéaire de qu'est-ce que c'est ça, le travail, vous êtes mis à côté, vous êtes forcé de vivre dans des conditions inacceptables, de pauvreté, des fois la pauvreté extrême. Je connais des gens qui mettent plus que 50% de leur revenu sur la sécurité du revenu pour le logement, même plus, des fois même 60%. Donc, manger, c'est difficile. Ils n'ont pas de loisirs, donc c'est très difficile. Donc, la sécurité du revenu, le montant, il est vraiment très minimal. Que ce soit moi, que ce soit toi, que ce soit n'importe qui dans la communauté a d'abord besoin de répondre à des besoins fondamentaux, qui est celui de se nourrir, d'avoir un toit. Le problème dans la vie des gens qu'on rencontre ici, qui vivent souvent dans la marge, c'est qu'ils n'ont même pas accès à ça. C'est pas avec un chèque de à peine de moins de 700 $ par mois ou quand on a la chance d'être inapte au travail, 980 $. C'est pas avec ce montant-là par mois qu'on arrive à combler nourriture et logement minimal. Ma principale revenu, c'est la solidarité sociale. Je suis toujours peur d'avoir pas assez d'argent, pas assez d'argent, pas assez d'argent, pas assez d'argent. Le gouvernement, j'aime pas dire il s'en fout vraiment, là. On est comme classé. Problème santé mentale, inutile. Ils sont pas capables de travailler, ils sont capables de rien faire.
Le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale a oublié son rôle de ministère de la Solidarité sociale pour se concentrer sur celui qui est le ministère de l'Emploi. C'est clair, quand on regarde aussi tous les programmes qui existent, c'est souvent beaucoup des programmes de subvention aux entreprises qui existent au ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale que des programmes qui vont soutenir les citoyens. Il y a eu à une époque des programmes qui visaient l'insertion sociale. Et c'était le nom du programme. Où là, on pouvait offrir aux gens, on leur disait, ben voici, mettez-vous en action à votre rythme. On sait que ça peut prendre du temps. Et insérez-vous socialement. Puis ensuite, ça vous mènera peut-être vers le marché du travail. Bon. Et tout à coup, on est arrivé avec des programmes où on dit aux gens, vous êtes trop loin du marché du travail. Qu'est-ce qu'on dit aux gens? Ben, quand on leur dit ça, vous êtes loin du marché du travail, on leur dit, ben, gars, nous, on n'y croit pas. Viens pas dans notre programme, on n'y croit pas. C'est pas pour toi. Donc, imaginez ce que ça peut faire, ça vient tuer l'espoir. L'espoir, c'est pas nécessairement que demain, j'aurai quelque chose, mais c'est qu'un jour, hein? On n'a plus la patience dans nos programmes d'y aller à la vitesse humaine, selon le rythme et la capacité des gens. Nos personnes qui sont en contrainte sévère à l'emploi vont pas aller à l'école à temps plein. Ils sont pas capables de suivre ce rythme-là, donc ils vont à peu de temps. Et à ce moment-là, il n'y a pas de frais, il n'y a pas d'aide financière, il n'y a pas de programme pour les aider. Donc ces personnes-là doivent payer leur transport, doivent payer leurs livres, leur admission à l'école. Et c'est déjà difficile pour eux de manger dans le mois, de payer leur loyer. Donc, c'est très difficile. Des fois, ça bloque l'accessibilité au projet, là. La médication qui est prescrite aux gens, elle est importante pour contrôler leurs symptômes. C'est ce qui les met dans un état, ces personnes-là, où elles peuvent justement peut-être retourner sur le marché du travail, retourner aux études. Mais la médication a aussi des effets secondaires. Elle peut apporter des tremblements, qui fait que l'écriture est difficilement lisible. Bien sûr, beaucoup de gens aussi ont de la difficulté à se lever le matin, parce qu'ils prennent une lourde médication le soir. Donc, leur cerveau, leur attention va être à son meilleur après l'heure du midi. C'est ce qu'on voit ici dans le centre. Alors, comment travailler, gagner sa vie, si on ne peut travailler que l'après-midi? Puis comment pouvoir étudier si notre cerveau, notre capacité d'apprentissage n'est là qu'en après-midi et en soirée. C'est pas le rythme qu'il y a là. Donc, une partie de la solution au problème des gens, la médication, devient à un moment donné leur problème. Donc, pour moi, c'est un non-sens quand on parle de problématiques de santé mentale puis qu'on y additionne des programmes tout à fait linéaires, un dépourvu de subjectivité au maximum. On diminue le champ de la créativité, on diminue le champ de la différence pour créer des programmes toujours très... comment je pourrais dire? J'ai juste le terme linéaire, mais des programmes très fermés, des programmes qui sont pas adaptés, en fait, à l'être humain. Le parcours... peut être, c'est pas en ligne droite, hein? C'est très difficile. Tantôt, une personne peut aller bien, tantôt, la personne peut vivre un stresseur et va être moins bien. Donc, il faut s'ajuster à ça. Et parfois, les programmes n'ont pas cette flexibilité-là. La personne doit fonctionner, doit rentrer dans le cadre et si elle ne répond pas aux critères ou si elle est trop absente ou... ça ne fonctionnera pas. Donc, il y a un fossé qui se crée. Puis nous, on enseigne à nos personnes de prendre leur temps, de respecter leur rythme. Et tantôt, tu les réfères à des endroits où ils ne le respectent pas, ce rythme-là. Alors, on prépare les gens à aller se casser la gueule. On leur dit de se préparer à aller sur le marché du travail ou on va leur refuser des emplois. Ou si ils vont en occuper un, c'est bien sûr ceux qui sont au bas de l'échelle, avec une pression très forte à performer, à avoir du rendement, puis à donner sans compter dans un marché de compétition. Tout ce qu'on essaie d'éviter quand la personne a un problème de santé mentale, afin qu'elle puisse la retrouver puis la maintenir.
Alors là-dessus, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, là. Hein? On prépare la personne à quelque chose, mais la communauté, les employeurs ne sont pas prêts, eux, à faire les aménagements pour les recevoir. Les programmes sociaux qui vont viser l'employabilité, par exemple, on va exiger de tout le monde, tu sais, c'est un modèle unique. Il faut que tu développes cette aptitude-là, il faut que tu développes cette aptitude-là, qui est souvent des aptitudes qui, à mon avis, renvoient à « on veut créer un seul monde ». On veut créer un monde composé de personnes qui travaillent de 9h à 5h. Puis ça revient à le même exemple que tantôt. C'est pas tout le monde qui est disponible à travailler à partir de 9h. C'est pas tout le monde qui est disponible à travailler 8 heures consécutives. Il y a des gens qui vont être capables de donner 3 heures dans une journée et ils vont être très efficaces aussi dans ces 3 heures-là. Les programmes, maintenant, sont dirigés vers l'employabilité traditionnelle, conventionnelle, le 9 à 5, que moi, je suis pas capable. Dans ce qu'on propose aux gens, comme parcours d'intégration dans la société, il y a des contradictions très fortes. Puis parfois, ce sont des paradoxes là, difficilement réconciliables. On suggère plus, on les incite fortement à s'inscrire dans un parcours socio-professionnel. Donc, retour aux études et ensuite le travail sur le marché compétitif, le marché du travail réel. Cependant, tout au long de leur traitement, et quand ils sont ici, quand ils sont ailleurs, on dit aux gens de faire attention aux facteurs de stress. On dit aux gens de bien d'avoir une bonne hygiène de vie, etc. Tout ça pour les envoyer sur un marché du travail qui est rempli de facteurs de stress, dans lequel il y a beaucoup de fatigue, il y a beaucoup de choses qui sont qui vont à l'encontre de tout ce qu'on leur a conseillé, et on les envoie là, et on s'étonne de la rechute. J'ai essayé de travailler, mais je tombais toujours en dépression ou dans des crises d'angoisse. Donc, j'ai pas travaillé longtemps. Puis ça m'a suivi toute ma vie. La honte. Je suis sur l'aide sociale. Le regard des autres. Le poids de la honte, c'est pas juste un poids qui ralentit, hein? C'est souvent un ancrage qui empêche d'avancer. Parce que nos gens se promènent, bon, ben, dans la famille, on dit, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et c'est une question terrible pour notre monde, ça. Okay? Parce que je ne fais rien. Donc, mais c'est pas vrai qu'ils ne font rien. C'est un groupe d'entraide. Toutes les personnes aidées deviennent aidantes. Aussi peu que ce soit, c'est toujours quelque chose qui est essentiel. On a besoin de diversité et faire des accommodements à des personnes qui sont capables de travailler, sont capables de faire leur contribution, mais à leur manière. Ils ne sont pas peut-être capables de travailler 9 à 5, mais ils ont quelque chose à donner qui a leur juste valeur et qui va bénéficier tout le monde si on leur donne l'accès et l'ouverture de ça. It seems that being cruel towards others is in fashion in this world we live in. Fairness has no place in this wonderful world. Our straight, linear society just won't allow it. Why? It's too pure, too good, and too just. No, we cannot allow anyone to step out of line. That would not do at all. Everyone must toe the line, so to speak. Follow the rules, whatever those rules may be. Anyone who doesn't play the game as we tell them to is at risk of being cut up in small pieces, just like a piece of meat.
We just can't have anyone wearing any other colors on them besides black and white. We can't have anyone being different. Walking with a different pair of shoes, that just won't do. It's too strange for us to understand. So we stand there, holding our leather whip, just in case someone chooses to stray from the pack. We just refuse to accept all the colors of the rainbow because they disturb our routine. It seems that being cruel towards others is in fashion in this world we live in.